Bonjour Martin Gibert, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Donc vous avez eu la gentillesse en plus de m'envoyer votre livre, enfin votre éditeur, qui s'appelle Faire la morale aux robots. C'est évidemment un titre qui m'a particulièrement intéressé puisqu'on est parfaitement à la frontière entre philosophie et science. Et donc voilà, j'ai eu envie de vous interviewer, donc vous avez eu la gentillesse d'accepter. Je rappelle que vous êtes philosophe et chercheur en éthique à l'Université de Montréal, que vous êtes l'auteur déjà de précédents livres, que sont L'imagination en morale et Voir son steak comme un animal mort. Voilà. Donc vous êtes, on peut le dire, un philosophe spécialisé d'éthique. Vous voulez ajouter quelque chose pour vous présenter? Oui, mais ma formation initiale, ma thèse, c'était en psychologie morale, donc qui est la partie de l'éthique qui s'intéresse non pas à quelle est la bonne chose à faire, mais plutôt pourquoi est-ce que les gens ont les intuitions morales qu'ils ont, pourquoi est-ce que les gens se comportent comme ils se comportent. Donc, je suis un philosophe moral avec un intérêt en psychologie morale. Hmm. Oui, parce qu'il y a deux manières d'étudier la morale ou l'éthique. On peut soit se demander comment les gens font, soit se demander comment les gens devraient faire. C'est Exactement. ça. Donc finalement, vous avez un peu étudié les deux tableaux. Ben oui, parce qu'il peut y avoir des communications entre les deux. S'il y a une chose que les gens peuvent absolument pas faire, par exemple, ben, on peut pas, ils devraient pas le faire. Donc, D'accord. Ok. Bon, alors moi, je dois vous dire que c'est vraiment un thème que j'adore. Et donc, je risque de pas mal me faire l'avocat du diable et de vous pousser jusqu'au bout pour avoir des réponses si jamais j'ai pas l'impression que c'est totalement justifié. Voilà. Donc, ok, faudra pas s'étonner. D'accord? ça marche. Alors, allons-y. Bah, je vous propose de démarrer comme vous auriez eu envie de le faire, comme vous faites dans votre. Je vous pose la question de but en blanc. Comment on doit faire la morale au robot et pourquoi? Ok. Alors, c'est la question prise comme ça est assez massive. Disons que si on essaie Hmm. de l'approcher petit à petit, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de voir comment les trois grandes familles de théories éthiques peuvent nous aider à programmer correctement des robots et puis des systèmes d'intelligence artificielle. Euh, donc ça, je l'explore à partir en particulier d'un exemple classique en éthique qui est le dilemme du tramway que je modifie un peu et en imaginant la situation suivante. Voilà, supposons qu'on ait une voiture autonome qui doit choisir entre bon, l'accident est inévitable et la voiture autonome, soit elle tourne à gauche, soit elle tourne à droite. D'un côté, elle écrase un enfant, de l'autre côté, elle écrase un vieillard. Alors, si on se demande qu'est-ce qui se passerait si c'était un humain qui était derrière le volant, probablement qu'il n'aurait juste pas le temps de réfléchir, donc il n'y aurait pas de délibération morale en tant que telle. Ce serait un réflexe, mettons qu'il voit le vieillard en premier, puis il va tourner, puis il va écraser l'enfant ou l'inverse. Ce qui se passe avec une voiture autonome, c'est que, en théorie au moins, on peut se poser la question d'avance et donc chercher à la régler. Et les programmeurs et les programmeuses qui doivent fabriquer cette voiture autonome veulent avoir une bonne réponse. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que le dilemme du tramway, donc à la base, c'est donc un vieux dilemme en philosophie éthique, dans lequel on a. Hein, c'est années 60, mettons. Ah, je pensais que c'était encore plus vieux que ça, mais d'accord. C'est un dilemme dans lequel on a donc un tramway qui est lancé sur un groupe de personnes, d'ouvriers, il me semble. Et donc, la question est de savoir si on ne fait rien ou si jamais on le détourne, mais on le détourne vers une personne qu'on va tuer. Et donc, l'idée, c'est vaut-il mieux laisser mourir un groupe ou tuer délibérément une personne? Et donc, voilà, là, les positions de tout le monde sont complexes et difficiles, puisque en plus de savoir quelle option on va choisir, il y a la difficulté de savoir si agir ou ne pas agir est la même chose ou pas. Donc là, vous, avec votre simplification, on n'a plus ça. L'idée, c'est simplement qu'on doit agir et qu'on doit tuer l'un des deux. Et donc, soit le vieillard, soit le. On est au milieu des deux. On n'est pas plus sur Ouais, un rail que l'autre. Et donc, on doit forcément tuer le vieillard ou l'enfant, quoi. exactement. Ouais. Ça Oui, donne une simplification intéressante. c'est ça. C'est une version. Il y a plein de versions des dilemmes de tramway. En fait, c'est des expériences de pensée qui nous forcent
à essayer d'être cohérent, à faire des choix, puis à voir, OK, qu'est-ce qu'on ferait dans telle situation. Alors effectivement, habituellement, on utilise ces dilemmes quand on donne un cours d'éthique en particulier pour montrer qu'on a des intuitions contradictoires, on a des intuitions conséquentialistes, on se dit qu'il faut sauver le plus de monde possible, mais dans certaines versions du dilemme, là, on a plus des intuitions déontologiques qui ressortent, on se dit, OK, non, 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 même si ça a de mauvaises conséquences, même si ça a de bonnes conséquences, il y a des choses qu'on ne veut pas faire. Hmm. Alors, effectivement, moi, ce que j'utilise dans le livre, c'est beaucoup plus simple, c'est vieillard ou enfant. Donc, finalement, deux personnes avec la seule différence, c'est une question d'âge. Mhm. Mais là encore, il s'agit de tester nos intuitions. Qu'est-ce qu'on pense qui serait la bonne chose à faire? Hmm. Et en gros, il y a trois options. En fait, la question a déjà été posée à un comité allemand des transports à qui on a demandé, OK, comment est-ce qu'on doit programmer les voitures autonomes? Et eux en sont arrivés à la conclusion que il ne devrait pas y avoir on ne devrait pas choisir quand c'est deux humains. Donc, on peut supposer qu'il serait pour le tirage au sort dans cette situation-là. Mais en revanche, quand on demande aux gens, et puis il y a même une grande enquête dont j'ai parlé dans le premier chapitre, une grande enquête de psychologie morale tout autour du monde, où, organisée par des gens du MIT en particulier, puis Jean-François Bonnefond, un psychologue social. Donc, quand on fait des enquêtes, on se rend compte qu'en général, quand même, les gens ont plutôt tendance à vouloir sauver l'enfant. Il y a des différences régionales qui sont intéressantes. En Asie, les gens ont plus tendance à vouloir sauver l'enfant, pardon, à vouloir sauver le vieillard. En France, les gens ont plus tendance à sauver l'enfant, de même dans le sud et dans l'ouest, donc ce qui inclurait l'Europe, sauf la France, et puis l'Amérique du Nord. D'accord. C'est plutôt l'enfant, mais c'est entre les deux. D'accord. Bon. J'ai une question simplement. Les Allemands donc qui sont contre, qui sont pour une forme d'indifférenciation entre les deux, euh, même si par exemple il y a une foule d'un côté et un seul individu de l'autre, ils sont pour le non-choix? J'ai peur que c'est ça qui devrait répondre. C'est effectivement très peu, D'accord. c'est peu intuitif, mais et donc l'intuition qui est derrière, c'est typiquement une intuition déontologique justement où les conséquences, le nombre de morts en l'occurrence, est pas pertinent. Ce qu'on considère, c'est les droits fondamentaux des individus. Puis C'est-à-dire, on n'agit pas pour tuer quelqu'un, quoi. Même si ça sauve d'autres gens, on n'agit pas pour tuer quelqu'un. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit souvent que quand il a les mains propres parce qu'il n'a pas de main ou je sais pas quoi, un truc comme ça. ouais, mais oui, il y a cette idée que la valeur, la moralité un acte est correct indépendamment des conséquences. Un Hmm. acte est correct pour un déontologiste si il respecte une certaine norme. Et donc, Hmm. si la norme, c'est ne pas tuer, euh, il va pas au-delà de là, et au-delà de ça, il n'est pas forcément capable de faire une distinction entre des situations avec un mort ou plusieurs Ok, morts. d'accord. Il refuse de réfléchir aux conséquences. Ouais. Ok. Très bien. Donc, il y a les déontologistes, et j'imagine que vous n'êtes pas trop pour cette solution, d'après la manière dont vous en avez parlé. Enfin, c'est pas ce qui paraît le plus rationnel, en tout cas. Ben, en particulier dans l'exemple que vous allez donner, voilà, si c'est un enfant, un vieillard, je conçois qu'on puisse se dire il n'y a pas de bonne raison de choisir l'un plutôt que l'autre. Mais si c'est un enfant versus cinq enfants, je pense que Hmm. Tout ça le monde serait serait d'accord. Hmm. là, ça montre les limites de cette approche en tout cas. Ouais. Normalement, ça élimine une partie des réserves déontologiques, le fait qu'on deuille forcément en tuer un. Et que la voiture soit pas lancée sur un et qu'on ne deuille pas la détourner. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire une action pour sauver un et tuer l'autre, mais et qu'on doit forcément faire une action pour en tuer un des deux. Normalement, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'était la simplification que vous aviez faite. Une différence importante entre les déontologistes et les conséquentialistes, c'est que du point de vue conséquentialiste, action et inaction, c'est un peu la même chose parce que ce qu'on considère, c'est les conséquences. Or, Hmm, une inaction peut avoir tout autant de conséquences qu'une action. mhm. En revanche, si on a des intuitions plutôt déontologistes, ben on va penser que non, il y a une différence moralement pertinente entre agir et laisser faire, donc entre tuer quelqu'un et puis ne pas lui venir en aide, mettons.
D'accord. Au Ouais. niveau de l'intention, on peut penser qu'il y a une différence. Mmh. Ouais. Oui, c'est pour ça que vous aviez simplifié. Bah, moi, ce que j'ai quand même envie de répondre entre le vieillard et l'enfant, ce que je vois, c'est un nombre d'années de vie potentiel. C'est-à-dire qu'en tuant le vieillard, je lui supprime peut-être 20 ans et en tuant l'enfant, je lui supprime peut-être 60 ans. Et donc, il semblerait que je vais supprimer 3 fois moins d'années de vie en tuant en tuant le vieillard que l'enfant. Ouais, ça c'est l'intuition utilitariste ou conséquentialiste, hein. L'utilitarisme, c'est un sous-ensemble du conséquentialisme, effectivement, que beaucoup de gens ont, ou en tout C'est cas quoi une la chose est différence certaine. entre les 2? J'ai du mal à percevoir la différence exacte entre conséquentialisme et utilitarisme. L'utilitarisme est une forme de conséquentialisme. C'est-à-dire que l'utilitarisme, c'est une théorie morale où on cherche à maximiser les conséquences et on évalue les conséquences en termes de bien-être. On pourrait avoir d'autres formes de conséquentialisme où on évalue les conséquences en termes de liberté, par exemple. Donc, le D'accord, républicanisme de Philippe Petit, c'est conséquentialiste. Son idée, c'est de maximiser la liberté. d'accord. Euh, mais du Oui, coup, c'est oui. pas de l'utilitarisme. Ok, d'accord. Ok, donc, bah, est-ce qu'on n'a pas résolu le problème utilitarisme et puis voilà, pourquoi ça se complexifie après? Ben, il y a une troisième théorie qui vaut la peine d'être considérée. Alors, c'est sûr qu'en général, les cours d'éthique, là, ça se résume souvent à un affrontement entre du déontologisme et conséquentialisme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde, en général, on a les deux types d'intuitions un peu selon les situations. Alors après, quelqu'un qui veut vraiment être utilitariste, il va repousser ses intuitions déontologiques et puis Inversement? inversement. Hmm. Mais beaucoup des problèmes moraux auxquels on fait face, en fait, quand on gratte un peu, c'est ce type d'affrontement qu'il y a. Mais il y a une troisième approche qui est l'éthique de la vertu, qui, elle, vient d'Aristote et qui propose une troisième définition de ce que c'est quoi une bonne action. Donc, il ne s'agit pas de respecter une règle comme pour le déontologisme, il ne s'agit pas de maximiser le bien-être comme pour l'utilitarisme, il s'agit de se comporter comme le ferait une personne vertueuse. Et en sachant qu'une personne vertueuse, bah, peut-être des fois elle va se comporter comme un utilitariste, peut-être des fois elle va se comporter comme un Hmm. déontologiste, mais c'est encore une Mais autre façon de... ça paraît un peu fumeux. On a l'impression qu'on botte un peu en touche parce qu'automatiquement, on a envie de demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une personne vertueuse et qui va choisir? Bon, on a quand même des standards de personnes vertueuses, je ne sais pas, mais de vertu. Alors, il y a des débats, hein. Il y a tout un courant qui s'appelle le situationnisme moral qui va dire non, en fait, les vertus, c'est un peu une invention des humains, mais c'est pas vraiment efficace en réalité. Ce qui explique le comportement des gens, c'est pas le fait qu'ils soient plus ou moins généreux, c'est pas le fait qu'ils soient plus ou moins courageux, c'est la situation dans laquelle ils se trouvent. Un exemple célèbre de ça, c'est les expériences de Stanley Milgram, où il montre que quand des personnes sont dans une situation où elles sont soumises à l'autorité, elles sont capables de faire des choses particulièrement Hmm. répréhensibles. Oui, Euh, dans son expérience, les gens sont capables d'injecter ce qu'ils croient être du courant, de l'électricité, à ce qu'ils sont en fait des comédiens, mais eux croient vraiment qu'ils électrocutent des gens et donc ils remarquent que si on leur donne l'ordre, les gens ont tendance à se déresponsabiliser et tout simplement appliquer. C'est ça, et c'est pas parce que les gens sont des sadiques en puissance Hmm. qui peuvent enfin envoyer de l'électricité à une personne innocente. Non, non, c'est parce qu'ils sont dans une situation de soumission à l'autorité. Puis en l'occurrence, là, c'est dans l'expérience, c'est de l'autorité scientifique, un scientifique avec un sarrau blanc. Donc, on peut contester que les vertus existent réellement. Alors, c'est sûr que si on adopte l'éthique des vertus, on pense que non, il y a quand même ça veut dire quelque chose de considérer qu'une personne est plus généreuse qu'une autre, qu'une personne est plus courageuse Oui, qu'une autre. pour rappeler rapidement l'éthique des vertus d'Aristote, il considérait que dans tous les domaines, on avait deux grands excès, on va dire, et qu'au milieu, il y avait le comportement vertueux, on va dire le juste milieu, il me semble. Ouais, mais je pense qu'on n'est pas. Moi, je suis pas trop fan de cette théorie-là parce je trouve qu'il y a toujours un truc un peu relatif à dire que c'est le juste milieu. Ça dépend qu'est-ce qu'on a défini comme excès, comme. Mais si on peut juste donner un exemple, ce serait par exemple entre
le fait de dilapider tout son argent de manière inconsidérée ou d'être radin de manière inconsidérée. Et au milieu, il y aurait une sorte d'équilibre de la juste dépense. Voilà, par exemple. Ouais, ou d'être trop courageux, ça serait d'être téméraire, et d'être pas Oui, assez courageux, c'est d'être lâche. Ouais, c'est voilà, c'est des ça, c'est exemples ça. précis. Ouais, ouais. Donc voilà, ce qu'on doit assumer, c'est que ces distinctions-là sont valides, sont pertinentes, et que Et donc pourquoi qu'est-ce qui vous pose problème dans ce juste milieu? C'est que oui, effectivement, comment considérer ce qui est le juste milieu ou pas, quoi? oui, c'est ça. Il y a quelque chose un peu arbitraire. Puis voilà, on a décidé d'appeler téméraire le trop de courage, mais je suis pas sûr que ça corresponde vraiment à des réalités psychologiques. D'accord. Ces histoires d'excès Mais peu importe. De toute façon, Aristote a lancé l'idée, mais il y a d'autres théoriciens de la vertu après Aristote. En fait, celle dont moi je m'inspire le plus, c'est Mmh. Rosalind Hursthouse, qui est une théoricienne de la vertu néo-zélandaise, contemporaine. Là, elle est âgée, mais elle est encore vivante. Et elle définit assez proprement l'éthique de la vertu par opposition aux autres théories, en utilisant justement cette définition de l'action correcte comme l'action que ferait une personne vertueuse dans des circonstances similaires. Donc, pour revenir à nos robots ou à nos voitures autonomes, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut essayer de programmer une voiture de manière à ce qu'elle se comporte comme se comporterait une personne vertueuse. Mais si moi, j'avais commencé à donner un début de description de la personne vertueuse avec l'éthique des vertus d'Aristote que vous venez un peu de rejeter. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'une personne Je vertueuse? rejette sa définition de vertu comme juste milieu, mais D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui sont les personnes vertueuses? alors, c'est pas forcément mon problème dans ce livre-là, parce qu'en philo, on a le droit de faire des expériences de pensée. Donc, j'assume un peu qu'on a réussi à identifier les personnes vertueuses, mettons le 5% des personnes les plus vertueuses, ou même le 1% si on veut, peu importe. L'idée, c'est que, intuitive, c'est que la plupart des gens seraient sans doute capables de dire bon, ben ouais, lui ou elle est plus vertueux. Et puis, si je devais nommer 3 personnes que j'estime plus vertueuses que moi, je serais probablement capable de le faire. Hmm. Après, il ne s'agit pas il s'agit pas d'être hyper fiable. Et puis, après tout, on peut se tromper, quoi. Il y a des personnes qui peuvent avoir des apparences de vertu, puis en leur fond, elles sont vicieuses. Donc, mais en fait, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir de façon 100% fiable le 5% des personnes les plus vertueuses. Ce qu'il faut, si on veut utiliser cette technique pour entraîner des algorithmes qui vont imiter ces personnes vertueuses, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient globalement plus vertueuses que la moyenne. Donc, disons, ce qui serait dommage, c'est de faire des robots qui s'inspireraient des standards moraux de la plupart des gens. Parce que si on fait ça, on va avoir des robots qui seront au même niveau de moralité que la plupart des gens, puis on peut faire mieux, en fait. Et pour faire mieux, mon idée, là, si je résume de façon très simple, c'est que ces robots s'inspirent non pas de la plupart des gens, non pas de la moyenne, mais d'une partie sélectionnée des humains qui sont considérés comme étant plus vertueux. Donc là, D'accord, mais on a une base mieux que les, la moyenne. les algorithmes, il faut qu'on les fasse là tout de suite maintenant. Enfin, les voitures, elles sont presque déjà en service. Donc, comment on ferait pour sélectionner, par exemple, on s'en remettrait à un vote ou est-ce que vous pouvez sélectionner parmi les gens que vous connaissez les 3 personnes les plus vertueuses et puis on regroupe toutes les données du pays et on sélectionne. Je parle d'expérience de pensée parce que c'est coûteux, mais ouais, une idée pourrait être essayer d'identifier dans un pays toutes les personnes vertueuses et puis après aller recueillir Ce que j'ai pas encore dit, c'est qui est peut-être important pour comprendre la thèse du livre. Là, ce dont on parle, c'est du dernier chapitre où je parle des robots vertueux, mais il faut savoir qu'avant ça, il y a plein d'éléments qui sont plus descriptifs. Là, le dernier chapitre, c'est un peu la thèse personnelle que j'amène en disant, mais regardez, jusqu'à présent, on s'est surtout intéressé au déontologisme et à l'utilitarisme pour programmer les voitures autonomes et programmer les robots en général. Hmm. Moi, je fais une proposition qui est de s'inspirer de l'éthique de la vertu. Et donc, pour mieux comprendre ça, il y a un autre parallèle que je fais dans le chapitre 3 qui est entre les théories normatives et puis les techniques d'intelligence artificielle. En gros,
Il y a plusieurs techniques, mais on peut au moins en distinguer trois. Une première qui est un peu historiquement la première qui a bien marché, qui est ce qu'on appelle les systèmes experts, genre une calculatrice ou un ordinateur qui joue aux échecs. Souvent, ça va être un système expert. Là, l'idée, c'est que le système suit des règles qui sont programmées à la main. Donc, les programmeurs, les programmeuses disent au système, bon ben voilà, si tu rencontres ça, c'est ça l'opération à faire. Si on parle autant d'intelligence artificielle ces derniers temps, c'est parce qu'il y a un autre type de technique qui marche très très bien, qui est l'apprentissage automatique. Donc là, c'est plus des programmeurs qui, à la main, déterminent comment va réagir le système automatisé. C'est d'une certaine façon l'algorithme qui apprend par lui-même. Hmm. Et pour apprendre par lui-même, il y a plusieurs façons, mais il y en a au moins deux. Il y en a une qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc là, un peu comme un humain ou un animal à qui quand il fait une bonne chose, on le récompense, puis quand on fait une mauvaise, on le blâme ou je ne sais quoi. Donc là, le jeu AlphaGo, c'est un peu comme ça qu'il a réussi qui fonctionne. Et en tout cas, c'est en partie comme ça qu'il fonctionne et qu'il a pu gagner au Go le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs du monde, Lee Sedol. Donc, c'est une technique d'IA. Et là, on peut voir un parallèle. Autant on pouvait voir un parallèle entre l'apprentissage, les systèmes experts et le déontologisme dans ce côté. Ce qui compte finalement, c'est de respecter des règles. On peut aussi voir un parallèle, me semble-t-il, entre l'apprentissage par renforcement et l'utilitarisme, avec cette idée il y a un objectif à atteindre. Hmm. Et puis, il y a une troisième technique qui en fait c'est surtout elle qui est utilisée en ce moment et qui fait que les gens sont en pamoison devant les capacités de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage supervisé, où là, donc on est toujours dans l'apprentissage automatique, mais on donne des exemples à la machine et l'algorithme apprend à partir de ces exemples. D'accord. L'éthique de la vertu s'inscrit assez bien dans l'apprentissage supervisé parce qu'on a cette idée d'exemple. L'apprentissage supervisé, c'est on apprend la machine à partir de modèles, à partir d'exemples. De même que dans l'éthique de la vertu, on peut dire que la bonne chose à faire, on la sait à partir d'un exemple ou d'un modèle. Et donc, finalement, ça voudrait dire que plus que des personnes vertueuses, on pourrait carrément imaginer des situations vertueuses et dire, imaginer tout un tas de situations que les gens considéreraient vertueux à la majorité, ce qui est quand même beaucoup plus simple que de dire qu'une personne est vertueuse. Donc là, les votes pourraient se faire et, euh, et, de- et faire en sorte que la machine s'inspire de cela, non? Alors, ouais, c'est on est dans la prospective, hein, de toute Hmm. façon. Donc, pourquoi pas? Ça serait une piste à explorer. Moi, j'aime pas trop l'idée du vote parce que j'ai l'impression que quand on vote, il y a d'autres intérêts. Mettons, si je vote pour quelqu'un, en tout cas au niveau politique, c'est pour que la personne me représente, mais c'est pas ça l'idée pour programmer des trucs moralement. C'est pas que je veux être heureux. Mettons, je veux pas qu'il sauve le robot sauve les hommes blancs de mon âge. Là, c'est pas ça qui est, d'un point de vue moral, qui est pertinent. En revanche, je suis prêt à faire confiance à une personne que j'estime vertueuse pour prendre la bonne décision. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas Hmm. comme un vote. Il y a quelque chose Vous de. aimez pas trop la démocratie directe, vous préférez la démocratie représentative avec des élus meilleurs que les Non, citoyens. c'est même pas de la démocratie représentative. Non, c'est pas de la, c'est pas c'est pour ça que je veux pas parler de vote. C'est pas une question démocratique parce D'accord. que c'est pas, c'est de l'éthique, c'est pas de la politique. Hmm. Donc, on va pas déterminer si un truc est bien ou mal en faisant voter les gens. Euh, D'accord. En tout cas, ça me paraîtrait une mauvaise façon de faire. Hein, si on avait fait voter les Grecs sur est-ce que l'esclavage est moral, ils auraient dit oui, évidemment que l'esclavage est moral, mais ils se seraient Hmm. trompés. Ouais. Mais alors, du coup, ce qui est compliqué dans ce que vous proposez, c'est que si ce n'est pas, vous voyez bien où je veux en venir, si ce n'est pas le vote qui nous permet de savoir ce qui est vertueux et si on ne sait pas vraiment non plus quelles sont les personnes vertueuses, difficile de mettre en œuvre votre idée. Mais vous donnez quand même des exemples de personnes vertueuses. Je ne sais pas si c'est uniquement comique ou si vous êtes sérieux, mais vous citez par exemple Greta Thunberg comme personne vertueuse. Moi, je pense qu'elle est pas mal plus courageuse que la moyenne. Et puis, si on devait me dire, OK,
entre piger au sort une personne et puis prendre Greta Thunberg, je pense que j'ai plus de chances d'attraper une personne courageuse en prenant Greta Thunberg. Ouais, ouais. Elle est plus courageuse, mais sur d'autres aspects de la morale, peut-être qu'elle serait moins bonne que d'autres personnes, non? Alors, Qu'est-ce qui vous fait croire qu'en moyenne, elle est plus vertueuse? non, je dis plus courageuse pour le reste. Je pense qu'elle a un sens de la justice. Je la connais pas très bien, hein, mais je Hmm, pense qu'elle a un sens de la justice aussi plus développé probablement que la que la moyenne. moyenne. Hmm. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'être sûr à 100% que on a. C'est pas un modèle où on cherche à identifier des élites et puis c'est plus Ça ressemble un peu à ça quand vous dites les 5% les plus vertueux. Ça ressemble un peu à comment identifier les élites. alors des élites de vertu, si on veut, Ouais. évidemment. Mais les élites de vertu, c'est ça. Il faut voir que c'est pas les. Quand on pense élite, on pense en général élite politique ou élite intellectuelle. Non, non, la élite de vertu. Ouais. Là, c'est élite de vertu. Et c'est pas les personnes les plus riches, c'est pas nécessairement les personnes les plus intelligentes. C'est pour ça que prendre quelqu'un comme Greta Thunberg, bon, elle est super connue. Quand on prend des exemples, il faut prendre des gens connus, mais c'est pas la plus riche, je pense pas que ce soit la plus intelligente non plus, mais n'empêche Hmm. qu'elle a quelque chose de... encore une fois, ouais, moi je lui ferai confiance. Quoi. Pour prendre des décisions moralement délicates, je ferai plus confiance à une personne prise au hasard. Ouais. Mais ce qui est un peu dangereux, c'est quand même, on est quand même très influencé par l'opinion qu'on a des gens pour se demander s'ils sont vertueux ou non. C'est-à-dire que des gens, par exemple climato-sceptiques, doivent avoir une opinion beaucoup plus mauvaise de la vertu ou du courage de Greta Thunberg et doivent considérer qu'elle n'est pas courageuse, mais qu'elle est arrogante, par exemple, ou des choses comme ça. C'est un petit peu compliqué de partager, quoi. Ouais, il y a des biais. C'est pour ça qu'en allant chercher plein de personnes vertueuses, plein de modèles de vertu, on peut espérer que les personnes climato-sceptiques, elles auront quand même elles pourront penser à des personnes qu'elles connaissent, climato-sceptiques ou non, là, mais qui, qui selon elles, représentent une bonne des personnes vertueuses. Et quelqu'un de climato-sceptique, je pense, alors il est peut-être pas très bon pour juger scientifiquement qu'est-ce qui est correct ou pas correct, mais pour juger moralement est-ce qu'une personne est généreuse ou pas, ou courageuse ou pas, bah, ça me semble assez bien distribué, cette capacité-là D'accord. à identifier les bonnes personnes. Ouais. Bon, pour être tout à fait honnête, quand je vous écoute, ça me paraît quand même très difficile à appliquer. Ah non, c'est sûr que ça serait compliqué à faire d'un point de vue, si on veut vraiment faire ça à grande échelle, là, c'est beaucoup de travail, mais si on regarde les alternatives ont des problèmes aussi, le robot déontologique ou le robot... Mais alors, c'est ce que j'allais vous demander. Quels sont les problèmes du robot utilitariste? Qu'est-ce qui vous dérange chez le robot utilitariste? ben, il ne me dérange pas. Là, je trouve que c'est parfois les intuitions utilitaristes et les arguments utilitaristes sont souvent de très bons arguments. Disons que ça, il me semblerait difficile à concevoir parce que ça suppose, il me semble plus utopiste d'une certaine façon, parce que ça suppose que le robot est capable de calculer dans chaque situation c'est quoi qui va avoir les meilleures conséquences. Et regarde, chez les humains, on y arrive un peu, mais on n'est pas si bon que ça. Hmm. Ouais, c'est pour l'utilitarisme, c'est toutes les conséquences qu'il faut prendre en compte, donc même y compris des conséquences à très long terme, des choses comme ça. Et là, moi, si j'étais ingénieur, j'ai l'impression qu'on me demande si je dois choisir entre fabriquer un robot qui calcule toutes les conséquences ou fabriquer un robot qui se comporte comme un groupe de personnes sélectionnées, que c'est plus facile de fabriquer un robot qui se comporte comme un groupe de personnes sélectionnées. Hmm. Même chose pour le robot déontologiste. Donc là, la difficulté même est encore plus forte. Et en fait, je pense qu'il y a pas de, il y a des chercheurs en IA qui prennent au Hmm. sérieux l'hypothèse du robot utilitariste. Je viens de parler sur mon blog récemment du livre de Lee Nguyen Hang et El Mamdi qui s'appelle Le fabuleux chantier, rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique. Et eux, ils vont plutôt du côté du robot utilitariste. Donc, je dis pas que ça vaut rien. En revanche, je pense qu'il y a peu de gens qui soutiendraient le robot déontologiste parce que là, la difficulté est encore plus grande. Euh, Pourquoi? Parce qu'un robot déontologiste, donc, il doit respecter des règles.
Mais sauf que des règles morales, il y en a plein, puis qui parfois se contredisent. Donc, ça veut dire que pour programmer correctement un robot déontologiste, il faut avoir un ensemble de règles hiérarchisées, extrêmement Mmh. précises, et puis qui, d'une certaine façon, anticipent toutes les situations que Oui, le oui, c'est ça, robot c'est peut qu'il s'adapterait rencontrer. très mal aux nouvelles situations, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut marcher dans un univers, dans un jeu, dans un univers fermé où on sait exactement tout ce qui peut arriver. Donc là, on peut donner des règles. Ça, tu as le droit de le faire, ça, tu ne le fais pas, sauf si ça. Mais dans un univers ouvert, comme une voiture autonome, le programmer de façon déontologique, ça supposerait qu'on ait description quasiment complète de tous les actes qui sont moralement acceptables ou inacceptables. Et Est-ce ça, on qu'on l'a peut, pas. est-ce qu'on peut pas faire cette même objection à la conception, comment dire, vertueuse du robot? Est-ce qu'on peut, à l'éthique des vertus? Parce que si on lui dit que tu dois te comporter comme des personnes vertueuses dans telle situation qui se comportent de telle manière, finalement, ça revient un peu à lui dire aussi dans chaque situation ce qu'il doit faire. Et donc, une nouvelle situation se présentant, il risque d'être en difficulté exactement de la même manière que le robot déontologiste, n'est-ce pas? Pas exactement de la même manière, mais de façon générale, le problème de la ça, c'est le problème de la généralisation, c'est-à-dire qu'on entraîne le robot sur des choses qu'il connaît, qu'on connaît, et puis comment est-ce qu'il va être capable de généraliser face à l'inconnu. Donc, oui, 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 le robot vertueux, entre guillemets, hein, parce qu'il n'est pas vraiment vertueux, mais le robot qui se Mmh, comporte comme une personne vertueuse a aussi des vrais problèmes de mmh. généralisation. Ouais. Et vous avez parlé d'une objection sur l'utilitarisme sur laquelle j'aimerais revenir. Vous parlez de la complexité d'analyser les conséquences à long terme, etc. Certes, mais pour moi, ça, c'est tout le problème de l'éthique et la difficulté du choix. C'est que oui, on ne sait pas si aujourd'hui vous sauvez un homme, mais peut-être que demain cet homme en tuera 10. Voilà, c'est toute la complexité pour moi de la question. Mais pour autant, ça me paraît quand même la plus pertinente d'essayer de le faire. Et il me semble que c'est ce qu'on fait tous les jours, essayer d'évaluer les conséquences pour prendre nos décisions. Parce que si on se refuse à faire les calculs parce qu'ils sont trop compliqués ou à faire des approximations parce qu'elles sont trop compliquées, ça veut dire qu'on va faire nos choix un peu aléatoirement ou uniquement en copiant les autres si on regarde les gens vertueux, ou uniquement selon les règles que d'autres nous ont dit si on écoute d'autres gens. Donc, il me semble quand même que l'utilitarisme reste un peu la méthode la plus utilisée. Et donc, ce que j'avais envie de vous répondre, c'est certes, sur du très long terme, c'est très compliqué à calculer, etc. Mais là, on parlait de voiture autonome, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, comment pourrait-on dire, complète, vous voyez ce que je veux dire. Là, on parle encore d'intelligence artificielle spécialisée sur une tâche. Donc, on ne va pas leur demander de choisir quelle sera la meilleure politique de la gestion de l'eau aux États-Unis pour les 50 prochaines années, quoi. L'idée, c'est plutôt de choisir juste entre un vieillard et un enfant. Donc, il semble que les conséquences, il semble que grâce à cette spécialisation, le calcul reste quand même un petit peu plus simple. Et quand bien même le calcul serait compliqué, c'est la réalité qui est comme ça. C'est pas Mhm. vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'utilitarisme qui rend le calcul compliqué, c'est la réalité qui fait que nos choix sont compliqués. Qu'est-ce Alors, que vous en pensez? ouais, pour un être humain, je suis complètement d'accord pour dire que c'est une bonne chose de tenir compte des conséquences et puis qu'on on le fait plus ou moins mal, mais on arrive à le faire en partie. Pour programmer un robot, j'ai l'impression que c'est plus parce que nos personnes vertueuses aussi, elles réfléchissent aux conséquences. Donc, j'ai l'impression que c'est plus facile de passer par nos exemples de modèles vertueux pour entraîner, pour que le robot apprenne, que de lui donner directement un objectif de maximisation du bien-être. Puis il y a un autre argument qu'on peut invoquer contre ce type, en tout cas une difficulté avec le robot utilitariste qui a bien été mise en évidence par Nick Bostrom dans son livre Super Intelligence, c'est lié à cette idée de maximisation où il faut faire assez attention parce que quand on programme une machine en lui demandant de maximiser quelque chose, alors l'exemple célèbre, c'est l'exemple des trombones
Donc, on programmerait un robot en lui disant, ben, il faut que tu fasses le plus de trombone possible. Et là, on peut tout à fait imaginer que ça dérape et que la machine, pour faire le plus de trombone possible, récupère toutes les ressources et que ça résulte d'un Ça sacrifice. sacrifie l'humanité pour faire un maximum de trombones. Ouais. Bon, et alors ça pourrait pas arriver dans une logique de personnes vertueuses, de robots vertueux, parce que là, il s'agit d'imiter des personnes vertueuses et on n'a pas cette maximisation qui peut aboutir Oui, à ce il genre de... n'y a, pas le côté un peu absolu du truc qui fait que, comme on fait attention plus qu'à une variable, on en finit par devenir un peu inhumain et dangereux pour l'humanité, quoi. C'est C'est ça qui vous ça, fait ouais, peur ouais. Qui me fait peur. En tout cas, qui a une difficulté pour pour l'utilitarisme. le robot utilitariste. Bon, il y a des techniques hein, pour essayer d'éviter ça. Par exemple, à lui dire exactement c'est quoi son objectif, mais laisser à la machine un certain flou, des choses comme ça. Mais ça, disons que ça met en valeur par contre, parce que ce qui distingue l'éthique de nos deux autres éthiques, de nos deux autres familles, déontologisme et conséquentialisme, c'est qu'il y a quelque chose d'indirect dans l'éthique de la vertu. On ne nous dit pas directement c'est quoi la chose à faire, on nous dit la chose à faire, c'est ce que feraient des personnes vertueuses. Et ce type de normativité, cette approche indirecte de la normativité, me semble assez utile dans le cas des robots. Un autre argument en faveur des robots vertueux, qui, encore une fois, là, je donne des arguments en faveur du robot vertueux, mais j'ai conscience que ça élimine pas les autres types de robots. J'essaie d'amener de la discussion. Ce qui est important, c'est de dire, OK, non, il y a plusieurs options possibles, il y a plusieurs théories morales possibles. Voyons voir comment elles s'opposent, c'est quoi les atouts et les problèmes avec chacune d'entre elles. Donc, ce qui me semble être un atout de l'approche vertueuse, de l'approche par les robots vertueux, c'est en termes de confiance ou d'acceptabilité sociale, en particulier si on pense aux robots sociaux. Donc, les robots avec qui on peut ou on pourra interagir. J'ai l'impression qu'on sera on aura plus envie d'interagir avec des robots qui se comportent comme se comportent habituellement des personnes vertueuses, qu'avec un robot utilitariste qui maximiserait des trucs ou avec un robot déontologique qui respecterait des règles, quelles que soient les conséquences. Donc, il y a quelque... Et ce n'est pas un hasard, parce que si je sais que mon robot vertueux, il a précisément été programmé pour se comporter comme des personnes de confiance, comme des personnes vertueuses, ben, je vais avoir davantage confiance en lui que si je sais qu'il a été programmé pour maximiser un truc et que ça pourrait déraper ou qu'il a des règles Alors, à respecter. j'ai plein d'objections à vous faire, alors je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. La première, donc Il a c'est... fallu qu'on se parle avant que j'écrive le livre, alors. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, si vous avez plein de bonnes objections, il aurait fallu qu'on se parle avant que j'écrive le Ah, bah, livre. ce sera pour les prochains. J'ai pas de doute que vous allez continuer à bosser sur ces questions. Mais la première objection, c'est sur la généralisation au départ. La critique de l'utilitarisme que vous avez fait, c'était quoi? Mais là, je disais qu'il y avait ce risque de l'usine à trombone, quoi. Oui, voilà, l'usine à trombone. Il me semble que si on définit l'utilitarisme comme effectivement la recherche de bien-être uniquement, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué déjà pour une personne de savoir elle-même comment elle va faire pour son bien-être, c'est déjà compliqué. Donc un robot extérieur pour savoir le bien-être des individus, ce qu'ils vont ressentir, etc., ça paraît extrêmement compliqué. Mais peut-être qu'un conséquentialisme plus simple serait plus adapté pour une voiture autonome. Par exemple, un conséquentialisme, comme je parlais tout à l'heure, du nombre d'années de vie à vivre, quoi. Là, ce serait beaucoup plus simple et elle n'aurait pas 1000 questions à se poser et ça ferait pas une usine à trombone. Enfin, en tout cas, la voiture autonome, encore une fois, c'est pas une intelligence artificielle globale qui peut prendre des décisions pour toute l'humanité. C'est juste pour éviter les accidents, quoi. Donc, voilà ce que je répondrais Et sur puis, ça. je suis d'accord dans l'exemple de la voiture autonome et le dilemme enfant-vieillard, l'intuition utilitariste, elle est loin d'être débile, là. Hmm. Elle est intéressante, mais la solution par les robots permet de la récupérer d'une certaine façon. Parce que
le type de programmation que je propose. Le dernier chapitre, c'est un peu une preuve de concept. Je dis, bon, ben, à quoi ça pourrait ressembler de programmer un robot selon l'éthique de la vertu. Mais justement, oui, Après, il y a, j'allais vous demander c'est ça, l'exemple. ce qui permettra L'exemple, par exemple, typiquement que vous avez donné tout à l'heure, si on a une voiture avec, programmée avec éthique de la vertu et vieillard enfant, qui elle choisit et pourquoi? Ouais. Alors, ma solution, entre guillemets, parce elle est lourde là, mais supposons que, comme je disais tantôt, on ait identifié dans une population donnée un pourcentage de personnes dont on a de très bonnes raisons de penser qu'elles sont plus morales, plus vertueuses que la moyenne. Hmm. Et puis qu'on se dise, OK, ben le principe, c'est que nos machines doivent s'inspirer d'une manière ou d'une autre de ces personnes. Donc là, si on voulait vraiment résoudre le dilemme vieillard-enfant, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement demander à ces personnes, selon elles, quelle est la bonne action à faire. Et alors, si on est très chanceux, il va y avoir unanimité, et puis ils vont tous dire, ouais, il faut sauver l'enfant, vive l'utilitarisme et tout ça. Bon, mais ça serait, en réalité, il risque d'y avoir des divergences. Alors moi, j'imagine le scénario suivant. Mettons qu'il y ait 50% des personnes qui veulent sauver, des personnes vertueuses qui considèrent que la voiture devrait sauver l'enfant, 30% qui considèrent qu'il faudrait tirer au sort, et puis 20% qui considèrent qu'il faudrait sauver le vieillard. Alors, à partir de ça, comment est-ce qu'on pourrait implémenter ça dans des algorithmes? Alors, on pourrait dire, bon, ben, après tout, c'est la majorité, 51% sont d'accord pour sauver l'enfant, donc on met ça dans l'algorithme et puis c'est réglé. Mhm. Mais là, on peut avoir quand même une certaine insatisfaction en disant, ouais, mais on ne tient pas du tout compte des Les autres personnes 49%. vertueuses. Alors là, on pourrait imaginer qu'on va construire des voitures, 50% des voitures qu'on va construire seront pro-enfants, 20% pro-vieillard et puis 30% tireront au sort. Là, c'est un peu bizarre. C'est une possibilité, mais qui est un peu bizarre. Puis, ah ouais, t'as acheté quoi comme voiture? Ça fait bizarre, ouais. La voiture anti-enfant, la voiture anti-vieillard. Non, moi, la solution qui me semble la plus acceptable, ça serait d'implémenter ça dans l'algorithme. C'est-à-dire que la voiture se retrouve en situation de devoir écraser l'un ou l'autre, et ben, elle tire au sort. Dans 50% des cas, elle sauve l'enfant. Dans 20% des cas, elle sauve le vieillard. Et dans 30% des cas, elle refait un autre tirage au sort. D'accord. C'est que elle mimerait d'une certaine façon la proportion des intuitions des personnes vertueuses. D'accord. Ok. Ouais. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est une façon de refléter, me C'est une semble-t-il. façon de redonner un petit peu d'importance au vieillard, de lui laisser une chance, quoi. Oui, notamment. Ouais, ouais, ouais. C'est une façon de dire, ouais, on n'est pas sûr que Ouais. ce soit Vous avez peut-être quand même de la valeur et on n'est pas certain à 100% que vous devez mourir. ouais, en Ouais. tout cas, probablement pour les vieillards, ça serait mieux comme option que non, attention, maintenant, c'est fou, il caresse partout. Ouais. Probablement. D'accord. Ok, je vois, c'est intéressant d'avoir cette précision-là. Je voulais quand même dire sur la troisième chose que vous aviez dit tout à l'heure, c'était sur donc l'éthique de la vertu. Vous vous souvenez ce que c'était le troisième C'était lié point? à la confiance. Je pense que c'était en tout Oui, cas l'argument de voilà, dire qu'on va le fait avoir de... confiance en un robot vertueux parce qu'il est à l'image des personnes Oui. vertueuses. Et donc, par exemple, pour les robots de l'attention, les robots qui vont s'occuper de nous quand on sera âgé, etc., s'il y en a, euh, ce que ça m'inspire quand vous dites ça, et ce dont j'ai l'impression, c'est que finalement, sans le dire, ce que vous appelez un comportement vertueux, c'est un comportement prosocial. C'est-à-dire toutes les qualités en général prosociales, c'est-à-dire les gens qui sont plutôt ouverts et de bonne humeur que grognons, les gens qui sont plutôt ouverts aux nouvelles rencontres que refermés trop sur eux-mêmes, les gens qui sont plutôt polis que mal polis. En fait, toutes les règles un peu de la politesse et de manière générale, les critères qui vont faire que quand on voit une personne sur un plateau télé, en 2 minutes, on se dit ah, elle est arrogante, je l'aime pas, ou oh, elle est tellement humble alors qu'elle a l'air d'être tellement intelligente, je l'adore. Finalement, toutes ces, donc pareil, l'humilité, toutes ces valeurs un peu pro-sociales,
Et donc finalement, au lieu d'essayer d'identifier les valeurs qui nous plaisent, vous dites une personne vertueuse. Mais il me semble qu'il serait intéressant d'étudier pourquoi on trouve qu'une personne est vertueuse. Et à mon avis, quand je vous ai entendu, ça m'a sauté aux yeux quand je vous ai entendu parler de prendre soin des personnes âgées comme ça et le fait que ça rassurerait les gens, ça m'a fait tout de suite penser à ça parce que moi, j'ai beaucoup remarqué ça sur la popularité des gens en général dans l'espace médiatique. J'ai remarqué que c'était vraiment énormément corrélé à ces qualités prosociales, donc humilité, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, ouais, je suis pas du tout sûr qu'on soit capable, en regardant quelqu'un 5 minutes à la télé, d'identifier si la personne a telle ou telle Je pense que qualité. ça n'est pas fait consciemment. Ça n'est pas Donc, fait consciemment, mais les gens ressentent très rapidement s'ils aiment quelqu'un ou pas à la télé. ouais, mais ça, c'est le charisme, ça, c'est pas forcément la C'est pas vertu. forcément la Donc, vertu. moi, je disais qu'il faudrait être capable de sélectionner des personnes vertueuses. Il ne s'agit pas de voter pour son animateur préféré, là. Il s'agit d'identifier autour, dans les personnes qu'on connaît vraiment, là, dans sa famille, dans ses amis, des personnes dont on dit, bah ouais, lui, je lui ferai davantage, ou elle, je lui ferai davantage confiance pour Oui, prendre une mais décision moralement délicate. Je suis pas sûr que je ferai ça avec quelqu'un que j'ai vu 2 minutes à la oui, télé, oui, même si effectivement, probablement, mais mon cerveau cherche tout de suite à évaluer la personne. Mais je donnais juste l'exemple parce que c'est des gens qu'on a tous sous les yeux. Mais si par exemple, vous deviez donner là tout de suite l'exemple d'une personne vertueuse qui vous est proche, sans forcément nous donner son nom, mais juste nous dire, tiens, je pense que cette personne est vertueuse parce que je pense que c'est rapidement des qualités prosociales qui vont oui, émerger. oui, 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 non, non, c'est sûr. C'est quelqu'un qui va se soucier des autres. Ouais, je pense que Par exemple, voilà. dans à peu près toutes. Ben, Et donc, peut-être le courage, il n'y a pas tellement l'idée de se soucier des autres. Là, mais beaucoup de vertus, genre la justice, la générosité, l'honnêteté. oui, On mais trouve- le courage, par exemple, sans tout le reste, si par exemple c'est une personne qui est courageuse pour essayer d'exterminer un maximum de gens, on va pas trouver ça bien. Ouais, après, Aristote avait une théorie qui disait qu'en gros, qu'il y a un genre d'unité des vertus, c'est-à-dire que c'est pas vraiment possible d'être courageux sans être un généreux, juste, etc. Par ailleurs, alors on peut accepter ou pas Ouais. Moi, je cette crois que théorie. l'humanité nous a montré que tout était possible depuis. Non, mais c'est sûr, le courage, il y a un côté un peu instrumental, mais mettons quelqu'un qui serait extrêmement généreux en étant Très rad... complètement malhonnête, ouais, c'est pas impossible, mais ça paraît quand même un peu bizarre. En tout cas, ce qui est sûr, Hmm, c'est que je voudrais pas que dans mon bassin de personnes vertueuses, il y ait des psychopathes, par exemple. Donc, hmm. il y a 1 ou 2% de la population qui est psychopathe, là, avec Comment vraiment. comment vous vous définiriez psychopathe? Oh, c'est un truc clinique, là, c'est pas moi qui. Mais souvent, c'est lié à l'empathie. C'est des personnes qui vont pas être capables de faire de l'empathie. Qui ont tendance à pouvoir manquer d'empathie ou en tout cas à Ouais, choisir. ben, c'est pas un choix, là. C'est pas de leur faute, là, mais ouais, une expérience que j'avais vue qui est assez impressionnante, c'est on fait passer des tests. On montre une vidéo de quelqu'un qui joue du piano, puis le couvercle du piano écrase les doigts du pianiste. Hmm, Donc, la grande majorité des personnes, quand elles voient ça, on a ouais. et les Et les psychopathes, psychopathes, ils rient? il se passe rien. Mais ils rient pas forcément, mais il se passe rien. Moi, j'ai tendance ça a tendance à me faire rire quand je vois ce genre de situation. Alors, je me dis que je pourrais être un psychopathe. C'est pour ça que je me permets de vous demander la définition. Il y a plein d'études là-dessus, là, mais Oui, je sais bien. un nombre important. En prison, il y a beaucoup de psychopathes, notamment. Il y a Oui, beaucoup de psychopathes aussi chez les chefs d'entreprise, dans les positions de pouvoir. mais C'est plutôt des hommes ça me que des rappelle une étude que j'ai vue dans Cerveau et Psycho du mois dernier, il me semble, où ils ont fait des études sur un certain nombre d'individus, je crois, qui étaient en prison, mais je suis pas sûr, en tout cas de personnes réputées, on va dire, psychopathes. Et il s'est avéré qu'elles avaient, dans des situations où l'autre avait peur, ou souffrait, les neurones miroirs, c'est-à-dire le fait de ressentir la souffrance de l'autre était vraiment beaucoup plus faible chez ces Mhm. gens-là que, Ouais, que, ouais, ouais. que chez d'autres gens, quoi. Ça s'explique en regardant le cerveau, là. Que chez Il y a même comment... une histoire
un neurochirurgien qui était un peu spécialiste de ça, un Anglais, je pense, qui un jour voit un scan, c'est comme ça que dont je me souviens de l'histoire, voit un scan en disant, ouais, c'est vraiment un scan de psychopathe, et il s'est rendu compte que c'était lui, c'était un scan de sa tête à lui. Et il a réalisé qu'il avait ce truc-là. Ouais, bah après, c'est pas pour autant que toutes les personnes qui ont un peu d'empathie deviennent des meurtriers, Ah non, non, heureusement. bien sûr que non. Bien sûr que Ouais. non. Mais par Euh, contre, voilà, tant qu'à, voilà, si l'idée c'est de sélectionner des personnes vertueuses, hmm. euh, probablement qu'ils ne feront pas du lot, quoi. Je vais vous parler d'une petite théorie qui me tient à cœur pour terminer. Bon, vous l'avez sûrement compris, j'ai tendance à préférer l'utilitarisme, en tout cas le conséquentialisme. Euh, si utilitariste c'est forcément bien-être, voilà, conséquentialiste, ça me paraît être parce que ça me paraît être le calcul et la rationalité, tout simplement. Et en fait, j'ai l'impression que quand on fait de l'éthique déontologique ou de l'éthique des vertus, en fait, on fait du conséquentialisme qui s'ignore. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense ça. C'est que, en fait, quand on fait du déontologisme, par exemple, euh, et que l'on se refuse à faire un choix et qu'on s'en remet au dé, etc., quel choix on fait? C'est pas qu'on se refuse à faire un choix, on fait le choix de ne pas faire ce choix. Et en fait, ce faisant, on décide, et pourquoi on fait ça? Parce qu'on considère que faire une action qui va nous rendre responsables d'une mort euh, est plus désagréable finalement que de sauver quelqu'un. Et donc finalement, pour moi, c'est une forme de conséquentialisme dans le sens où on analyse notre ressenti et que notre ressenti de sacrifier quelqu'un, en fait, est plus important quand bien même que de sauver un petit groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors attention quand même, un truc, c'est que là, ce que vous décrivez, c'est comment ça se passe dans le cerveau de la personne, donc c'est de la Mhm, psychologie. Peut-être que du point de vue psychologique, c'est une bonne explication à pourquoi les déontologues sont déontologues. mhm. Euh, mais du point de vue normatif, simplement, non, je ne pense pas que le déontologisme soit réductible à du conséquentialisme. Il y a quand même cette opposition vraiment de base, de savoir, OK, est-ce que une action peut être bonne ou mauvaise, peu importe les conséquences. Mais, Donc, si vous répondez oui, c'est possible qu'une action soit bonne ou mauvaise, peu importe les conséquences. Si on prend quelque chose comme la... Bon, je ne suis pas déontologue, mais du coup, j'essaie un petit peu de défendre cette position. Un truc comme la promesse. OK, je t'ai promis de faire ceci, et puis, du coup, je dois tenir ma promesse, peu importe les conséquences. Donc, là, on voit bien qu'il y a quand même quelque mais- chose de pas idiot à des fois raisonner indépendamment des oui, mais conséquences. j'ai l'impression que c'est juste un manque de conscience, enfin, un refus de penser aux conséquences par simplification, parce que par exemple, mais que c'est du conséquentialisme déguisé, parce que pourquoi le déontologue a mis cette règle dans ses lois de déontologue? Parce qu'il sait que ne pas respecter sa promesse en général va lui apporter la souffrance d'avoir la mauvaise foi, d'avoir peut-être une amitié cassée, d'avoir peut-être sa parole qui est remise en doute après, il y a plein de conséquences néfastes et de mal-être, de souffrance qui vont être générées. Après, je sais bien que quand lui, ce qu'il disait plus tôt, c'était que si jamais, il faut que ton action puisse être établie en règle générale. Si jamais tu voles, par exemple, on voit bien que c'est mauvais parce que si tout le monde pouvait voler tout le temps, le monde ne tournerait pas rond. Mais en disant ça, le monde ne tournerait pas rond, ou en disant finalement la propriété n'aurait plus de sens, ou je ne sais quoi, en fait, on est en train de défendre des valeurs qui sont soit politiques ou qui sont soit du bien-être pour soi, parce que j'ai pas envie qu'on me vole. En fait, pour moi, c'est ça. Quand on pousse le bouchon, c'est-à-dire qu'on dit à Kant, mais pourquoi tu penses qu'une règle doit être généralisée? Eh bien, en fait, on se rend compte que c'est tout simplement des valeurs pro-sociales qu'il défend parce qu'il défend l'ordre du groupe. Et donc, en fait, défendre l'ordre du groupe, on retombe sur un conséquentialisme, quoi. Ouais, non, c'est sûr que dans la justification de l'impératif catégorique, il y a souvent ça fait appel parfois à des intuitions utilitaristes. Et du point de vue encore une fois,
psychologie morale, pourquoi est-ce que les humains en sont arrivés à suivre ces règles, j'aurais pas de mal à acheter l'histoire utilitariste, à acheter l'histoire conséquentialiste, mais n'empêche d'un point de vue normatif, mettons quelqu'un qui pense que c'est la volonté de Dieu, là, qu'il faut suivre la règle parce que c'est la volonté de Dieu. Ouais. Là, ça ne marcherait pas. Là. Puis, Oui, chez Kant, il y a probablement un peu ça, parce que... oui. Euh, Mais si c'est la volonté de Dieu, oui, c'est un peu camouflé chez Kant, mais c'est probablement ça. Mais si c'est la volonté de Dieu, pourquoi? Parce que enfin, la religion, elle n'a pas été créée de cette voilà, puis manière-là. Oui, on peut expliquer de façon oui, naturaliste l'arrivée de bien la sûr. religion. Ouais, ouais. Elle n'a pas été construite au hasard. Comme théorie morale, ça reste une théorie cohérente de dire je respecte la volonté de Dieu Oui, oui. Non, mais sans aller en fait, je davantage. dis pas que c'est pas cohérent, hein, déontologisme, éthique des vertus. Ce que je dis juste, c'est que j'ai l'impression que quand on remonte le fil des pourquoi, on tombe sur des conséquentialismes. C'est ça, c'est cette pensée-là que j'avais envie de vous partager, quoi. Ouais. Et Ouais, c'est un peu une intuition, je ne sais pas comment on pourrait qualifier, de naturaliste, quoi, de dire ultimement, le choix des règles, c'est pour... en fait, si on regarde pourquoi la morale existe, donc là, il y a une question de psychologie morale et pas de quelle est la bonne chose à faire entre mhm, qui est X ou Y, mais pourquoi la morale existe, la réponse probablement la plus satisfaisante, je pense à des auteurs comme Jonathan Haidt, qui est un psychologue moral américain, mais c'est en gros de dire c'est que ça sert ça aide à coopérer, quoi. Les groupes humains où il y a des règles morales qui fonctionnent survie. bien, Mhm, coopèrent mieux et du coup ils survivent mieux. Ouais. Si vous ouais, prenez des règles morales, une société, voilà, si on imagine une société dans laquelle le meurtre ne serait pas interdit mais serait encouragé, mhm. elle risque de pas survivre super longtemps. Oui, bah, il y en a probablement eu et Voilà. qui ont moins transmis leur gène, quoi. Ouais, on Ouais. peut faire ce Qui type ont de... moins collaboré aussi avec d'autres tribus, etc., Ouais. etc. Ouais, voilà, c'est juste là où je voulais en venir. Et je me demande si on analyse aussi l'éthique des vertus, si on ne peut pas en arriver à cette même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'on va imiter ce que nous a dit Dieu, etc., et ce qui est dans le fond, finalement, les valeurs prosociales, eh bien, une autre manière, on va dire, laïque, c'est de dire on va regarder les meilleurs hommes, mais en fait, en regardant les meilleurs hommes, on imite juste les valeurs prosociales, quoi. C'est possible, mais ça serait déjà bien quoi, d'avoir des robots qui sont entraînés à partir de personnes qui ont des valeurs prosociales. Donc, ça renforcerait la coopération aussi avec les robots de ce point de vue-là. Ouais. Disons Mais qu'il y a quelque chose de plus, peut-être pour, il y a quelque chose de plus modeste avec l'approche par l'éthique de la vertu qu'avec les autres. Parce que voilà, ces personnes, elles existent, il suffit de regarder, il suffit de les identifier, ok, ça peut faire un ouais. peu peur. Ça, c'est Et pas ça, modeste quand même, les identifier. non, mais je pense que ça, c'est parce on est pris avec un espèce de modèle politique du vote, et puis ah ouais, les gens, il y a des conflits politiques, donc les gens ne pourraient pas être d'accord sur les enjeux moraux, mais il y a plein d'enjeux moraux sur lesquels il y a quand même des gros consensus, c'est sûr. Quand on donne un cours d'éthique, on insiste sur les dissensus et puis les désaccords, mais je sais pas, moi, l'égalité entre hommes-femmes selon le fait de ne pas torturer un innocent pour le plaisir, ou en tout cas, il y a des gros, le fait que c'est mieux d'être honnête que malhonnête, que c'est mieux de ne pas tuer. Non, il y a quand même des vrais consensus qui sont sociaux, qui sont pro-sociaux. Et les personnes vertueuses, ça, elles sont un peu plus expertes d'une certaine façon là-dedans que le reste de la population. Donc l'idée, c'est simplement de s'inspirer de cette sagesse humaine que les sociétés Déjà à ont disposition. et Ouais. pour fabriquer nos machines artificielles, nos agents moraux artificiels. Et qu'est-ce qui vous dit qu'il y a des personnes qui sont foncièrement plus vertueuses que les autres? Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Parce que peut-être qu'on est tous un peu dans le même panier, que ce qu'on voit publiquement de certaines personnes, elles le compensent d'une autre manière. Vous pensez vraiment qu'il y a il y a des gens meilleurs sur le plan des vertus, entre guillemets? Et pourquoi? Ouais, il y a des gens qui sont plus sympas que d'autres. Euh, il y a des gens qui sont. Alors, ça peut.
c'est sûr que c'est difficile à évaluer parce qu'en plus, je prends au sérieux l'histoire du situationnisme moral. Donc, l'idée que les circonstances dans lesquelles on est influent sur notre comportement, c'est vrai, Mm. il faut en tenir compte. Et je veux dire, même dans l'expérience de Milgram, il y a quand même un petit groupe de personnes, par exemple, qui n'envoyaient pas de décharge électrique Mm. et qui arrivaient à résister à l'autorité. Alors, la grande majorité envoyait des décharges électriques, mais il y en a quelques-uns qui résistaient. Donc, Mm. eux, je les trouve intéressants du point de vue si peut-être que j'aurais envie de les mettre dans le groupe des personnes vertueuses qui ont quelque chose à nous apporter parce qu'elles ont Je, été davantage capables de résister. Je me permets de vous dire ça parce que on a vu par exemple que, enfin, d'après certaines théories, les Homo néandertals, à un moment, se sont fait complètement surpasser par les Homo sapiens. Et certains ont pu dire que c'est parce que les homo néandertals étaient moins agressifs et que les Homo sapiens ont peut-être plus tendance à l'agressivité, ou en tout cas à être méfiants tout le temps par rapport à des complotismes aussi, comme on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, il vaut mieux imaginer 5 complots et en déceler un que d'en imaginer aucun et ne pas le déceler. Enfin, le fait que les sapiens sont tendance à être peut-être plus méfiants, plus violents. Et donc, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, parce que peut-être que les personnes les plus vertueuses n'ont pas été sélectionnées dans notre espèce, et qu'une personne vraiment très vertueuse finalement se refuserait de tuer des animaux pour manger à un moment où c'est pas du tout la mode, et elle meurt de faim parce que sur le moment il y avait peut-être autre chose, rien à manger. Bon, c'est pas un bon exemple, il y a toujours autre chose à manger, mais pour prendre un meilleur exemple, pourquoi elle se reproduirait alors qu'elle va prendre un partenaire, elle va occuper un partenaire au lieu de prendre soin des autres, elle va faire ses enfants à elle, au lieu de faire en sorte qu'une autre personne qui n'a pas de partenaire puisse en prendre un. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de, par exemple, tout le temps se dévouer comme ça, ou ce genre de choses, pourrait faire que finalement les personnes les plus vertueuses n'aient tout simplement pas été sélectionnées dans notre espèce. Ah, ben ouais, c'est tout à fait possible. De toute façon, la sélection naturelle, elle est neutre du point de vue moral, quoi. Elle ne sélectionne pas particulièrement les Mm. choses moralement désirables. Un bon exemple de ça, je sais pas, moi, c'est la souffrance dans la nature, quoi. Il y a énormément de souffrance dans la nature, ne serait-ce que dû à la prédation, mais ça n'empêche pas que ça a été sélectionné par la sélection naturelle. Donc, mon idée, c'est vraiment pas de dire bah, il faut faire confiance Oui, à alors, la nature et à à l'évolution une, naturelle. Pour savoir à une qu'il y a... exception même que dans la nature, peut y avoir beaucoup de souffrance, mais il n'y a pas beaucoup d'espèces où il y a des animaux qui font souffrir par plaisir leurs congénères. Souvent, ils font souffrir dans un but quand même. C'est Ouais, pas, il n'y a pas non plus de sélection au bourreau, on pourrait dire. ouais. Est-ce que ça existerait des animaux psychopathes? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un animal qui est psychopathe? Probablement qu'on connaît pas assez bien mais qu'il y ait des maladies mentales chez les animaux, ça serait très possible. Mm. Euh, On sait par exemple, j'y pense quand vous dites animaux psychopathes, on sait maintenant qu'il y a des aigles, par exemple en Australie, qui ont été repérés, qui pendant les incendies, ils prennent des brindilles enflammées et ils vont les mettre là où il n'y a pas d'incendie pour créer des incendies, pour créer des brasiers énormes et des pagailles pour que tous les animaux viennent sauter et courir et on va qu'ils les puissent les attraper. attraper. Et donc finalement, ils détruisent énormément d'animaux Ouais, et ouais. d'espèces juste pour en attraper un ou deux. Donc ça, est-ce que c'est pas un comportement psychopathe? Je ne sais pas. Si on verrait un humain faire ça, enflammer tout un bois juste pour récupérer une biche, je crois qu'on dirait que c'est peut-être Ouais, un malade. ouais. Mais là, c'est ça. Mais en l'occurrence, le blâme qu'on aurait envers un humain qui ferait ça serait légitime, mais blâmer l'aigle qui fait ça paraît illégitime parce que c'est pas un agent moral. Ouais. C'est un, c'est Oui, ça. donc si c'est pas un agent moral, si on Pas, considère que c'est pas un agent moral, ça n'a pas de sens de demander s'ils ont de la morale, du coup. ouais, c'est ça, c'est ça. On peut évaluer son action en disant bah, ça serait effectivement beaucoup mieux s'il n'avait pas fait ça, Hmm. mais le fait de le blâmer a pas de raison même. C'est un bébé Ouais. qui avait qui déclenche un incendie, mais on ne va pas blâmer le bébé. Mais Hmm. je pense qu'on s'est éloigné, c'était la question initiale. Finalement, la question de base, c'est de se dire, les êtres les plus vertueux, est-ce qu'on est sûr qu'il en existe des gens qui sont foncièrement plus vertueux que les autres?
est-ce qu'on ne ferait pas mieux de tout simplement valoriser les comportements prosociaux comme on peut avoir tous? Certains en ont beaucoup plus dans leur vie et d'autres beaucoup moins. Mais est-ce que ce serait pas plus simple plutôt que de s'attacher à des personnes que de s'attacher à des comportements, ce qui semble être prosociaux, quoi? Ok, bon, c'est pas une possibilité à exclure. Là, si on avait par exemple une réserve de données, parce que les algorithmes, pour qu'ils apprennent, faut qu'ils utilisent des données. Hmm. Si on avait une réserve de données avec des contrastes assez clairs, là, qu'on puisse étiqueter en disant, ben voilà, dans telle situation, ça c'est la bonne chose à faire, ça c'est la mauvaise chose à faire, puis sans s'intéresser de qui le fait, ça pourrait sans doute être utile pour utiliser l'apprentissage supervisé sans passer par les personnes vertueuses. Mhm. Euh, Disons, parler de personnes vertueuses comme modèle, ça rend tout de suite, je pense, plus clair le schéma, là, comment ça fonctionne. Pour les gens qui savent ce que c'est, parce que moi, je vous avoue que quand vous dites personne vertueuse, enfin, vous avez bien vu toutes les questions que je vous ai posées. Pour moi, c'est pas du tout clair ce que c'est qu'une personne vertueuse. Mais ça empêche, encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas nécessairement obligé d'avoir une définition hyper précise et hyper fiable. Encore une fois, pour que Le le système robot fonctionne. vertueux fonctionne, il suffit qu'on ait des bonnes raisons de penser que c'est mieux que random, que c'est mieux que si on avait pris Que le des hasard. personnes au hasard. Mm. Donc, le fait qu'il n'existe pas de saints moraux, peut-être, n'est pas une objection à l'approche par l'éthique de la D'accord. vertu. Même s'ils sont pas meilleurs de beaucoup, il suffit de prendre les meilleurs et puis voilà, quoi. C'est ça Ouais, on que. pourrait même imaginer de faire le truc inverse. C'est-à-dire, je ne parle pas dans le livre, mais j'écris un article qui est en train d'être reviewé sur le sujet. Et dans une note, j'imagine qu'on pourrait dire, ben, peut-être la bonne action à faire, c'est celle que ne ferait pas une personne vicieuse. Donc, on pourrait imaginer qu'on va entraîner les robots à partir de personnes vicieuses pour qu'ils fassent le contraire. Donc, ce serait un peu la théorie, Oui, une en fait, ce théorie serait. alternative de l'éthique de la vertu qui consiste à dire la bonne chose à faire, c'est ce que ne fait pas une personne vicieuse. Oui, donc en fait, ce serait un peu la même chose que ce que j'appelle les comportements prosociaux, sauf que ce serait éviter les comportements antisociaux, Voilà, ouais, ouais, ouais. ce qui revient un peu au même. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et Bon. après, c'est ça. Ce qu'il faut un, un, un truc qu'il faudrait valider, c'est que comportements prosociaux et vertu, est-ce que c'est vraiment synonyme? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a des. vraiment un match? Ouais. Mais ça paraît, à première vue, ça paraît quand même. Oui, ça devrait, là. Là, j'ai l'impression qu'en général, ce que vous appelez vertu, c'est bien ce qui arrange le groupe Ouais. et la bonne entente et l'ordre et le. Ouais. Un truc comme l'honnêteté, par exemple. Euh, si on admet que c'est vertueux, l'honnêteté, il peut y avoir des comportements trop honnêtes qui font un peu, qui sont pas forcément si sociaux que ça, quoi. Très souvent, il y a les petits mensonges, comment ça va bien, même si ça va pas bien, on va dire que ça va, donc on fait un micro mensonge pour préserver la socialité, là, parce que Mhm. je veux pas que rentrer dans une discussion profonde avec la personne sur pourquoi je vais pas si bien que ça en ce moment, ce genre de choses. Et vous Donc, pensez pas que c'est vertueux, ça? ouais, mais du coup, est-ce que, Je pense que c'est vertueux parce que balancer à quelqu'un vos soucis alors que vous n'avez pas forcément le temps d'en discuter, etc., et que donc lui va peut-être aller mal à cause de ça, ouais, mais c'est un peu sans, malhonnête. sans approfondir. On pourrait dire il y a un côté de souci de l'autre qui est effectivement pas mal, Mm. même une bonne idée, mais ça pourrait être décrit comme étant malhonnête. Euh, Oui, mais je crois pas qu'on puisse décrire le misanthrope de Molière comme très vertueux, c'est-à-dire celui qui se refuse à se prêter à la moindre politesse et à la moindre bienséance juste par passion de l'honnêteté et qui met tout le monde mal à l'aise, etc. ouais, Ça m'étonnerait que vous le trouviez vertueux. non, effectivement. Ouais, ouais. En Bon, tout cas, bon, on c'était peut bien rester sur intéressant d'en l'idée qu'il y discuter a en tout cas. probablement corrélation entre comportements prosociaux et puis vertu. Ouais. Ok, bah c'était particulièrement intéressant de discuter avec vous, Martin Gibert. Merci beaucoup d'avoir accepté de le faire avec autant d'ouverture d'esprit et de. C'était vraiment génial. Merci beaucoup. Ben, merci pour cette entrevue.
Donc, je recommande votre livre, Faire la morale aux robots. C'est chez Flammarion, mais je crois que c'est une édition spéciale de... Non, c'est Climat, c'est ça? Climat, c'est la collection chez Flammarion. Ouais. C'est une collection spéciale de chez Flammarion, d'accord. Eh bien, je vous souhaite une excellente après-midi. Il est bientôt, j'imagine, 13h chez vous, quelque chose comme ça? Il est un peu plus de midi. Ouais. Voilà. Et ben, je vais vous souhaiter bon appétit. Et nous c'est le soir. Donc, voilà. Merci beaucoup. Peut-être à une prochaine fois pour un prochain livre. N'hésitez pas. Et voilà, j'espère que je vous ai pas trop torturé avec mes questions. Et... Quand deux philosophes se rencontrent, ça arrive. Là, Ok. chercher à creuser un peu, puis non, c'est intéressant. C'est comme ça qu'on avance. Merci beaucoup. Excellente journée. Au revoir.